Bienvenue à tous, merci de nous avoir retrouvés pour ce plateau de l'Africa Newsroom, une heure de débat sur l'actualité chaude du continent africain. Et aujourd'hui, 5e volet de notre semaine sur l'engagement politique du Cameroun en faveur de sa jeunesse. Le Cameroun qui fait la promotion de la culture scientifique et de l'innovation chez les jeunes Camerounais. Alors focus dans ce programme sur les différentes mesures mises en place par les autorités pour accompagner ces jeunes innovateurs. Également au sommaire, le président Ali Bongo Ondimba qui a lancé ce 23 février le programme pour l'égalité des chances. Objectif de l'initiative du chef de l'État gabonais, rendre accessible à tous de tels accès tels que au savoir, aux soins médicaux ou encore à l'emploi. Et puis l'actualité de ce vendredi, c'est également les pourparlers qui se tiennent actuellement à Bujumbura entre la délégation de l'Union africaine composée de 5 chefs d'État et de gouvernement, et ce pour tenter de convaincre le président Pierre Nkurunziza de s'asseoir à la table des négociations avec l'opposition. Et pour discuter de tous ces thèmes, nous sommes en compagnie de notre invité, Monsieur Germain Onogo. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Vous êtes président-directeur général de la société Onogo et Partners Holding. Oui, c'est ça. Merci également à nos deux éditorialistes, Gracien Roukindikidza. Bonsoir. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir à tous. Et merci également Daoud Attal. Merci Anne-Marie, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Tout de suite, l'actualité du jour. Le droit à l'éducation, aux soins médicaux, à un logement décent sont là quelques-unes des priorités de l'État gabonais. Alors ce mardi, le président Ali Bongo Ondimba a donné le coup d'envoi officiel d'un nouveau programme. C'est le programme pour l'égalité des chances. Les détails de l'initiative avec Douglas Toutoum. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a lancé le 23 février 2016 le programme pour l'égalité des chances. Avec une population estimée à plus d'1 800 000 habitants, les inégalités restent très présentes au Gabon. C'est dans ce sens que ce nouveau programme, qui vise à améliorer la politique de partage du chef de l'État gabonais et le changement de mentalité, a été mis en place. Au Gabon, l'emploi formel a baissé de manière continue depuis 1986, selon le rapport 2015 de la Banque mondiale. Je nourris une grande ambition pour mon pays. L'ambition que chaque Gabonaise et chaque Gabonais ait la même opportunité d'exprimer son talent, de subvenir à ses besoins sans considération de sa naissance, de ses relations, de sa richesse. Chaque Gabonais doit être jugé sur son savoir-faire et surtout son mérite. Au Gabon, le taux de chômage tourne autour de 30% chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans et 26% chez les actifs de 25 à 34 ans, tandis qu'il est 2 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Une situation décriée par la population. Celle-ci espère que le programme pour l'égalité des chances atteindra les objectifs escomptés. L'égalité des chances, c'est une possibilité. Il suffit simplement d'y mettre des moyens, et particulièrement au Gabon. L'enfant du riche, l'enfant du pauvre n'ont pas les mêmes chances, n'ont pas les mêmes possibilités d'accès à quelle que soit la chose. Vu que le taux de chômage au Gabon est tellement élevé, donc il serait mieux que le secteur privé, d'accord, crée de nouveaux emplois. Avec ce programme, le président de la République espère promouvoir la méritocratie au détriment du favoritisme. Selon la Banque mondiale, l'activité pétrolière au Gabon rapporte à elle seule plus de 40% de la valeur ajoutée nationale et plus de 60% des revenus de l'État. Mais ses effectifs représentent moins de 5% de l'emploi formel. Alors donc un reportage de Douglas Toutoum commenté par Oumou Kalsoumba. Monsieur Onogo, avec cette nouvelle initiative, est-ce qu'il s'agit pour le Gabon de passer un système de favoritisme à celui de méritocratie? Oui, Anne-Marie, il faut dire que le président Ali Bongo, avec ce nouveau programme, confirme l'orientation qu'il a prise depuis qu'il est au pouvoir. Parce que pour ceux qui connaissent le Gabon, comme moi, le Gabon est un pays qui a vécu pendant longtemps dans un système très opaque. Et dans ce système-là, il n'y avait pas de lisibilité quand on n'avait pas une acquaintance familiale ou autre avec la toute petite équipe dirigeante. Aujourd'hui, depuis l'arrivée d'Ali Bongo,
on constate que des programmes très ambitieux sont mis en route. On a vu récemment le programme Graines sur l'agriculture. Et aujourd'hui, il y a ce programme. Je pense qu'il y a de bonnes raisons de croire que le Gabon est en train de s'avancer vers une nouvelle ère. Daouda, c'est quand même assez... les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2% des Gabonais détiennent à eux seuls 80% des richesses du pays. C'est un chiffre qui étonne. Comment en est-on arrivé là et comment changer la donne selon vous? Comment on en est arrivé là. Je pense que notre invité vient d'évoquer effectivement ces inégalités qui n'avaient pas été résorbées depuis longtemps. Et je pense aussi qu'il ne faut pas mettre de côté, quand on va analyser cela, la répartition, les clés de répartition de la croissance économique, où c'est valable au Gabon, c'est valable dans d'autres pays africains. C'est-à-dire que parfois, la croissance, elle va profiter aux plus riches. Et ça, c'est bien dommage et c'est ce qui est constaté. Un surplus de croissance va davantage profiter aux plus riches qu'aux plus pauvres. Et quand on regarde en matière d'économie l'indice de Gini, on voit bien que la croissance, contrairement à sa fonction, va creuser les inégalités, et ce qui n'est pas tout à fait normal. Donc moi, je pense que, pour revenir sur votre question, comment on peut faire, c'est inclure dans la chaîne de valeur économique l'ensemble des Gabonais, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur classe sociale. Et ça, on peut C'est ce que prévoit en tout cas ce programme. Hein. C'est ce que prévoit ce programme, effectivement. Et à ce titre-là, c'est quand même à saluer à ce niveau-là. Maintenant, il faut que l'État ait les ressources. Il ne suffit pas seulement de déclarer une politique pour la réussir. Il faut qu'il y ait des mesures concrètes qui suivent derrière. Ça passera forcément par l'entrepreneuriat et pas seulement par des perfusions sociales par-ci, par-là. Alors c'est un programme notamment qui comprend la formation professionnelle de plus de 2000 jeunes par an. Gratien, le chef de l'État gabonais l'a mentionné, il s'agit avant tout de changer les mentalités. Oui, on peut changer les mentalités, mais toujours, il faut savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va se passer. Si on forme 2000 jeunes, si on essaie de changer, disons, ces inégalités, le grand problème, c'est le problème de l'emploi, le problème de la croissance, de la production. Il y a environ plus de 25% de jeunes au chômage. Tant qu'il n'y a pas de création d'emplois, tant qu'il n'y a pas de production qui génère des emplois, on peut essayer de lutter contre les inégalités. C'est-à-dire on va prendre chez ceux qui avaient pour donner à ceux qui n'en avaient pas. En fin de compte, ça reste toujours dans des problèmes sociaux. Le grand problème, le Gabon a beaucoup de ressources, beaucoup de moyens. Il suffit de diversifier, de voir aussi l'agriculture, d'aider les jeunes aussi à créer des entreprises. Je suis pour le système, il faut subventionner. Tous les pays subventionnent. En France, on subventionne l'agriculture. Aux États-Unis, on subventionne tout. Mais il faut que les Africains aussi commencent à se dire, on a l'argent pour créer les emplois, on doit subventionner, on doit donner un coup de pouce parce que, en fin de compte, ceux qui ont l'argent, comme il a dit Daouda, finalement, les 2% sont des gens qui ont profité de la privatisation des entreprises, surtout après les sociétés qui ont été laissées par les colons et d'autres aussi avec le système les exigences de la Banque mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, tout de suite après la période coloniale, beaucoup d'enfants, si je puis dire, de familles défavorisées ont accédé à l'éducation, ont accédé à des bons emplois. Et donc, est-ce qu'on est devant une situation où ces mêmes personnes-là se sont agrippées au pouvoir et ne veulent plus partager aujourd'hui? C'est ce qui s'est passé en Afrique. Les gens, l'élite aujourd'hui, ceux qui ont les 2% ou les 5%, ce sont les gens qui sont arrivés, qui ont une formation d'une manière générale, parce que les colons il n'y avait pas des gens qui étaient favoris. Les gens qui ont eu une formation à ce moment-là, qui ont accédé à certains postes d'administration, sont les mêmes qui sont restés au pouvoir ou qui ont laissé leurs fils et après qui ont accaparé la richesse. Il n'y a pas eu de répartition finalement. On n'a pas conçu un autre système. Monsieur Onogo, vous voulez réagir et je voulais également vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'avec ce nouveau programme, le président gabonais ne risque pas de se faire quelques ennemis ? Voilà, avant d'arriver à la question que vous me posez, je voulais continuer avec l'analyse que vos éditorialistes ont commencé. Il faut dire une chose, jusque-là l'économie gabonaise était basée sur une rente, la rente du pétrole.
À partir de cet instant, quelles que soient les politiques qu'on peut mettre en place, il y aura un problème parce que les ressources qui viennent sont des ressources naturelles qui sont d'une manière générale gérées par l'autorité publique. À partir de ce moment-là, ces ressources ne peuvent pas de manière égale être réparties auprès de toute la population. Donc le problème aujourd'hui, et je pense que le gouvernement actuel du Gabon l'a compris, c'est celui de développer une véritable économie qui ne soit pas basée sur la rente pétrolière, qui, elle, on le constate, est en train de disparaître. À partir du moment où on met en place des programmes qui permettent non seulement de former, parce que la formation est essentielle, mais également d'encourager à l'auto-emploi et d'encourager à la création des entreprises, on s'achemine sérieusement vers une situation assez positive. Parce qu'à partir de ce moment, la production va créer les règles de répartition. Il va falloir que des gens soient compétents, qu'ils puissent gagner leur vie sur la base de leur efficacité, ce qui n'est pas le cas quand on gère une ressource naturelle. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Nogo. Merci également. Nous allons passer au deuxième sujet. Et le chef de l'État gabonais, d'ailleurs, qui était à Bujumbura récemment, il faisait partie d'une délégation de l'Union africaine qui est arrivée dans la capitale burundaise pour tenter de persuader le président Pierre Nkurunziza d'aller vers un dialogue inclusif. Eh bien, le président Bongo lui est rentré ce jeudi soir. La médiation, toutefois, se poursuit et il est représenté. Ce vendredi, les chefs d'État et de gouvernement africains ont rencontré le président Pierre Nkurunziza. Ce jeudi, ils avaient rencontré certains partis de l'opposition et je vous propose d'écouter la réaction de Concile Nibigira. Elle est présidente du parti UPRONA. Il y a eu d'abord un mot d'introduction qui a été lu par le chef de la délégation à la personne du chef de l'État de Jacob Zuma et qui nous a indiqué le mandat et l'objet de la visite. Et puis, il a invité les représentants des partis politiques de dire un mot sur la situation qui prévaut au Burundi. Mais ce qui a été intéressant, c'est que après que chaque parti politique a présenté son point de vue, il nous a posé 4 questions très, très intéressantes, c'est-à-dire, est-ce que nous reconnaissons qu'il y a une crise au Burundi? Deuxième question, est-ce que depuis les élections de 2015, il y aurait eu une amélioration ou une évolution au Burundi? 3. Le secrétaire général des Nations Unies, qui vient de séjourner à Bujumbura, qu'est-ce qu'il a dit de la situation qui prévaut au Burundi? La dernière question, c'était de savoir les points que les partis politiques voudraient que ce qui soit discuté lors du dialogue entre les Burundais. Et chaque parti politique a répondu sur les 4 questions, mais en résumé, ce que nous, à l'UPRONA, nous avons retenu, c'est que il nous a dit, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, les représentants du parti politique, et c'est ce qu'il allait dire aux représentants de la société civile et aux confessions religieuses, il a dit « Aidez-nous à vous assister ». C'est une phrase très très importante qui renvoie la balle dans notre camp, ce qui nous a confirmé que le dialogue inter-burundais va bientôt redémarrer. Gracia, nous venons de m'entendre, Madame Nibigira est membre de l'UPRONA, mais de la branche modérée, si je puis dire, qui est proche du pouvoir. Tout comme le Frodébu, ils se disent satisfaits du premier objectif donc de cette mission qui, selon eux, a été atteint. Et ce premier objectif, c'était surtout de rappeler la gravité de la crise et l'urgence de dialoguer. Est-ce qu'on n'a pas dépassé le stade des recommandations? Oui, on se dit satisfait, mais parce que le président du parti UPRONA, qui a été reçu par Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, n'est pas Concile Nibigira, c'est Charles Nditije. Pour vous dire que même l'UPRONA, il y a l'UPRONA de l'État, du CNDD-FDD et le vrai UPRONA, donc c'est Ban Ki-moon qui l'a reçu. Et Nditije, on peut la qualifier non, c'est l'UPRONA tout simplement, légalement en principe. Et
c'est Charles Nditije qui a dit finalement qu'il est déçu par l'attitude du président Zuma, parce qu'il arrive, d'après ce qu'il a dit que le troisième mandat est non négociable, alors qu'on sait bien que c'est Mandela qui a parrainé les accords d'Arusha. Le troisième mandat n'existait pas dans les accords d'Arusha. Et on voit bien que c'est vrai que les recommandations de Zuma, quand il arrive même, ce qui est vraiment désolant, il arrive, il demande aux chefs des partis politiques, qu'est-ce que Ban Ki-moon vous a dit? C'est un chef d'État, il peut demander à Ban Ki-moon, il arrive sans avoir le briefing, on se demande. Même on voit bien que Bongo Ondimba est parti bien avant jeudi, parce que les gens le disent, c'est qu'il y avait une divergence. Il sait bien, le président gabonais sait bien que ce sont les accords d'Arusha qui sont le vrai problème, la base des problèmes burundais, et c'est le papa Bongo qui avait parrainé aussi les accords d'Arusha. Donc vraiment, je pense que ces présidents sont en train de perdre leur temps compte tenu de ce qui se passe au Burundi. Monsieur Nogo, vous êtes d'accord, l'Union africaine manque de fermeté? Oui, exactement, et ça ne me surprend pas. Parce que si vous voyez ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait 15% des chefs d'État africains qui ne soient pas d'une manière ou d'une autre dans la même situation. Et je vois très mal des gens qui sont dans la même situation aller bousculer quelqu'un d'autre, aller le qualifier de hors-la-loi, de mauvais élèves et tout ça là. Donc, ça ne me surprend pas. L'Union africaine, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, ne peut pas faire le poids. Voilà, c'est dommage. Daouda, la question de la Maprobu, finalement, elle reste en suspens? Oui, elle reste en suspens. Comme l'a bien entendu détaillé Gratien, effectivement, je pense qu'il y a quand même un besoin d'harmoniser les positions au niveau de la société civile et au niveau des partis politiques. Mais je voudrais revenir sur un fait. Bon, ce que Gratien et notre invité ont dit est tout à fait juste, sauf que je vais quand même relever que je ne pense pas qu'on va arriver à remettre en question le troisième mandat. Malheureusement, je dis bien malheureusement. Ça ne relève pas de l'Union africaine. C'est d'ailleurs ce que disent certains partis Exactement. politiques. C'est une question interne qu'il faut régler en interne. Mais il fallait s'activer bien avant l'élection forcé, quelque part, hein, on peut le dire, de Pierre Nkurunziza, et ça n'a pas été fait. Je ne comprends pas qu'on attende aujourd'hui pour avoir la visite de Ban Ki-moon, avoir la visite des chefs d'État, pour espérer régler quelque chose. C'est quand même aberrant à un moment donné, d'autant plus que l'impunité est constatée quand même dans le pays. Moi, je m'attendais à ce que Ban Ki-moon arrive au Burundi avec la procureure de la CPI, pour au moins observer, même si ce n'est pas ouvrir une enquête. Et par ailleurs, je vais juste terminer là-dessus, je ne pense pas que tous les présidents africains soient dans la même situation que Pierre Nkurunziza. Bon, là, on a eu dans la délégation Macky Sall, on ne peut pas dire qu'il y a la guerre au Sénégal, mais même lui, je ne crois pas qu'il soit... C'est parti d'une délégation qui n'a pas abouti à grand-chose. Hein. Voilà, donc là, l'avenir nous dira, mais c'est très tendu. Gratien, juste avant de conclure, s'il vous plaît. Oui, si on ne parle pas du troisième mandat, c'est-à-dire on ne parle pas des accords d'Arusha, en fin de compte, ça ne vaut même pas la peine d'aller au Burundi, il n'y a rien. Circulons, on fait, il va y avoir un génocide, et là, tout le monde va se... Non, les accords d'Arusha parlent... C'est le troisième mandat, les accords d'Arusha... Juste avant d'aller à la pause, s'il vous plaît, vous connaissez bien le pays. Dans le pays, la situation reste catastrophique. Des violences, il y a encore des grenades qui ont explosé aujourd'hui, hein, qui ont fait des morts. Gratien, les Burundais, ils préféraient plutôt une solution inter-burundaise ou bien ils s'attendent à l'aide de la communauté internationale? Il n'y a pas de solution interburundaise. Il n'y aura pas de solution interburundaise. Nkurunziza est têtu, il continue et il y a des... Tous les jours, il y a au moins 20, 30, 40 personnes qui sont arrêtées et tuées. Il y a des fausses communes. Donc, on s'achemine. Pratiquement, les gens sont visés d'une façon ethnique et d'autres qui... Les quartiers où il y a beaucoup de Tutsis, ce sont des quartiers qui sont ciblés complètement. Tous les jeunes, il n'y a plus de jeunes dans ces quartiers. Les jeunes sont obligés de fuir. C'est-à-dire qu'on évolue. S'il n'y a pas l'intervention de la communauté internationale, on va regarder comme on a regardé au Rwanda en 1994. Il y a une situation pré-génocidaire. On le dit. Demain, ils diront, on ne le savait pas. Merci beaucoup. Attendons de voir donc l'issue de cette énième médiation. Il est temps de marquer une courte pause. Retrouvons-nous pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom dans quelques instants.